Pour parler de cette thématique, on a monté une petite équipe. Alors, on va commencer les présentations. Alors moi, je me présente, je m'appelle Guillaume, je suis directeur commercial de la société Blood E-Commerce. On est une agence spécialisée dans le référencement naturel et le référencement payant. Et on est également diffuseur de la Blood E-Commerce TV. C'est une chaîne YouTube dédiée aux e-commerçants. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Manuel Lengenfelder, responsable e-commerce de la boutique officielle du Petit Prince, donc qui pourra témoigner de son expérience de marchand. À côté, on va avoir Arnaud Lered, alors responsable conseil et accompagnement chez Axome. Axome qui est une agence qui crée des sites e-commerce sur PrestaShop. Tout à fait. Tout simplement. Voilà. Qui fait partie du groupe Trenta, agence de communication globale. Et on est accompagné par David Shaw, qui est le directeur grand compte chez Trusted Shop. Donc bienvenue à tous les trois. Et on va commencer cette thématique commerce, développement à l'international par une question toute simple pour toi Arnaud, puisqu'on est au PrestaShop Day. Est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement pourquoi PrestaShop c'est une bonne solution pour se développer à l'international? C'est une bonne question. On est chez PrestaShop, donc on va chanter les louanges de PrestaShop. Non, évidemment, s'il y a des questions... Enfin, merci d'être si nombreux. Déjà, est-ce que vous bossez à l'international sur votre e-commerce ou non? Évidemment, c'est une techno qui est ready, qui est prête pour tout ce qui est internationalisation, c'est-à-dire sur la partie multilingue, multi-devise. Tout est prêt. On a les modules adéquats pour la partie solution de paiement, pour les transporteurs. Donc je dirais que du côté techno, il n'y a pas de souci. Si vous n'y êtes pas allé, ce n'est pas ça qui peut vous freiner. Après, peut-être ça viendra dans la discussion. On a la chance d'avoir Manuel qui travaille pas mal à l'export. C'est peut-être plus des questions business, des questions études de marché avant de se lancer. Si on va en Allemagne, si on va en Espagne, si on va en Italie, quels sont les concurrents, peut-être au niveau de la logistique, frais de transport. Ça, c'est des vraies questions quotidiennes quand on est e-commerçant. Mais pour répondre concrètement à ta question sur la partie PrestaShop, on a fait plus de 300-400 sites e-commerce, dont une grosse partie de marchands donc français, francophones et qui vendent à l'étranger. Il n'y a pas de souci majeur. Voilà, c'est histoire de rassurer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est majoritairement des clients qui sont e-commerçants sur PrestaShop. Et question légitime qu'on peut se poser, est-ce que j'ai choisi la bonne solution pour me développer à l'international? PrestaShop, c'est une solution française. Donc ça, oui, Cocorico. Exactement, ouais. Voilà, on en est très fiers. Et du coup, aucun frein, selon toi, pour un développement et une croissance? Non, au niveau techno, je me répète, mais la solution fait le job. C'est plus en tant qu'e-commerçant. Après, je ne vais pas être cynique, mais l'intendant suivra la partie technique. Elle fait le job. Ce n'est pas là-dessus. Il faudra peut-être s'arrêter. Je ne dis pas que tout sera rose. C'est d'abord vraiment de bien comprendre le marché dans chaque pays. Et après, il y a des habitudes. Je pense peut-être qu'on y reviendra avec Manuel. On a un petit peu échangé sur le sujet. C'est de bien comprendre que si on est allemand, si on est hollandais, si on est anglais, on ne va peut-être pas payer de la même manière. On ne va peut-être pas s'adresser au SAV. On ne va peut-être pas communiquer de la même manière. Et c'est ça qui demande une certaine adaptation de connaissances. D'accord. Alors, David, toi, tu viens de la société Trusted Shop aujourd'hui. Alors, Trusted Shop, c'est une solution d'avis client qui donc est un tiers de confiance, ce qui permet d'avoir les notations et les avis de ses clients. Aujourd'hui, comment une solution d'avis client, justement, elle peut accompagner un marchand à s'internationaliser? Alors, bon, comme tu l'as dit, on est une plateforme de collecte d'avis clients. Alors, les avis clients, ce n'est pas forcément une fonctionnalité directement liée à l'international. Ce n'est pas un outil de paiement ou un logisticien où vous allez devoir choisir un transporteur pour un pays spécifique. Donc, c'est plutôt une solution, on va dire, qui peut être utilisée sur tous les pays, votre pays domestique d'origine, mais aussi, bien sûr, à l'international. Et le but de ce type de solution, c'est d'avoir une solution qui est scalable. À partir du moment où vous dites, voilà, je veux démarrer dans un pays étranger, vous n'allez pas vouloir refaire la démarche de dire, voilà, je rechoisis un prestataire, je remets en place des process, etc. C'est comment très rapidement je peux passer de mon pays domestique à 2, 3, 4, 10 pays. Donc notre solution est disponible en 8 langues.
Alors après, si on regarde ce que permet ce type de plateforme, en 2 mots, donc vous connaissez, collecter des étoiles, mesurer la satisfaction client, collecter des verbatim clients, les afficher sur votre site marchand et sur les moteurs de recherche, puis bien sûr traiter ces avis. Donc ça, c'est très générique, c'est pas vraiment dépendant international. Après, si on regarde un peu les spécificités, comme on dit, voilà, comment je peux utiliser, je suis mature sur mon marché, je suis en France, je veux aller en Espagne, je veux aller en Allemagne, comment je vais pouvoir utiliser sur chacun de ces piliers de la collecte d'avis ce type d'outils. Alors, au niveau de la collecte, je donne juste des exemples très concrets. On a des clients, voilà, par exemple, qui vont démarrer en Espagne et qui doivent travailler avec des nouveaux transporteurs. Donc, ils vont se focaliser dans un premier temps sur la mesure de la satisfaction client auprès de la livraison. D'accord ? Pour l'affichage, c'est pareil. Vous n'allez pas forcément décider tout de suite de dire voilà, je vais collecter les avis, je vais les afficher directement sur mon site, parce que si vous ne maîtrisez pas forcément vos process, que ce soit dans le paiement ou dans la culture locale, ça pourra détruire votre réputation. Donc c'est un outil qui a plusieurs, on va dire, volets. Vous pouvez collecter les avis sans les afficher, ou une fois, si vous êtes mature, que vous dites voilà, maintenant je veux augmenter ma notoriété, mon positionnement de marque, je peux commencer à publier les avis, que ce soit sur des réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche ou sur mon propre site. Alors, il y a, parmi tout ce que tu nous as dit, il y a une des choses qui m'a interpellé. Tu parles de la scalabilité de l'outil. C'est-à-dire, est-ce que cet outil est compatible dans différents pays Oui, alors tout à fait. Donc, il y a plusieurs volets à cette question. Bon, déjà aussi, voilà, à nouveau PrestaShop Day, donc on va faire un petit clin d'œil. Donc, on a fait développer un plugin sur add-ons et puis aussi en back-office qui vous permet en un clic d'activer l'utilisation de ce type d'outil. Alors nous, on fonctionne par langue. Donc si par exemple vous dites, voilà, je veux activer Trusted Shops en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, vous activez les différents pays, vous recevez ce qu'on appelle nous un identifiant Trusted Shops, et après vous avez des déclencheurs qui vous permettent de collecter par pays les avis. D'accord. Et aussi, peut-être pour compléter, puisque tu disais aussi, est-ce que c'est scalable, donc c'est scalable au niveau technique, bien sûr, mais c'est aussi scalable au niveau juridique. Donc tout ce qui est, par exemple, alors en norme, en France, par exemple, vous avez été familier avec la norme AFNOR qui est sortie. Dans d'autres pays, il y a des décrets en ce qui concerne la collecte des avis, l'affichage des avis, l'authenticité des avis. Et ça, la plateforme est préparée à ces normes européennes qui sont déjà sorties, qui sont en train de sortir et qui vont continuer à sortir. D'accord. Alors je te remercie David. On va revenir de toute façon après sur ces questions-là, puisque les questions un peu plus marketing, ça va venir dans un second temps. Manuel, toi tu es notre témoin marchand et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que tu as bien réussi ton développement à l'international. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qui a été le pivot de la réussite. C'est-à-dire, c'est pas forcément de nous dire tout ce que tu as dû faire, mais est-ce qu'il y a un élément parmi tant d'autres qui t'a marqué dans ton développement et qui, selon toi, t'a permis de réussir ce développement ? Alors, d'abord, pour commencer, donc moi j'ai une boutique en ligne qui s'appelle la boutique du Petit Prince, qui, par définition, est une boutique internationale. Le Petit Prince étant le livre, après la Bible, le plus traduit au monde. Il existe en plus de 200 langues. Et donc, ce qui veut dire que, par définition, je m'adressais dès le lancement du site à la terre entière, dans la mesure où le Petit Prince existe partout. Sauf que le Petit Prince n'existe pas en tant que le Petit Prince, mais il existe en tant que El Pequeño Príncipe, il existe en tant que Der kleine Prinz, The Little Prince, et j'en passe et des meilleurs. Donc, dès le début, moi, je me suis posé la question de l'international. C'est-à-dire quand j'ai lancé le site, il a été lancé bien sûr en français, mais également en anglais, et les langues complémentaires sont venues par la suite. Ce qui a été le vrai pivot, on va dire, sur la partie développement international, c'était la faculté que je devais avoir à pouvoir m'adapter aux différents marchés locaux dans le sens de traduction de l'offre sur les habitudes du consommateur local. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, par exemple, du paiement sur facture ? En France, c'est une solution de paiement qu'on ne connaît pas du tout. En Allemagne, c'est 80% du marché. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à envoyer vos produits avant même que votre client ait payé. Et votre client, une fois qu'il a reçu la marchandise, il paye 15 jours. Il a jusqu'à 15 jours pour payer. Et donc voilà, sur le marché allemand, moi, un des facteurs de réussite, ça a été de m'adapter à ça. Alors on a beau dire, oui, il y a PayPal, il y a la carte bleue, il y a le virement, il y a le Sofort-Überweisung ou ainsi de suite. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est un peu ce que Arnaud disait tout à l'heure. Un des grands enjeux, c'est s'adapter aux besoins du client.
Il ne s'agit pas de transformer les habitudes du client, mais il s'agit, nous, en tant que commerçants, d'aller les chercher là où ils sont et où ils sont naturellement, où ils se sentent, où ils sont dans une zone de confort. Et la zone de confort, ça passe effectivement par les moyens de paiement, ça passe par les solutions de transport, solutions de livraison locale, et notamment sur la reverse logistique, en fait, donc tout le traitement des retours. Comment est-ce que j'organise mon retour d'un client qui m'a commandé quelque chose au Nicaragua? Bonne question. Tout ça, c'est des questions auxquelles on est confronté au quotidien. Alors, je dirais un des pivots, pour reprendre et pour répondre, essayer de répondre de manière le plus ponctuelle, et pas parce qu'on est au PrestaShop Days, mais quand même, c'est la richesse fonctionnelle qu'il y a derrière tout ça. Effectivement, Presta, c'est le moteur de base. Mais ce qui fait la richesse de Presta, c'est l'offre fonctionnelle qu'il y a derrière et qu'on peut activer sur des, sur des spécifications ou des réglages très fins. J'ai besoin d'activer une solution de paiement uniquement sur un pays très particulier, je peux le faire. J'ai besoin d'activer une solution de transport sur un pays très particulier, je peux le faire. Et donc ce qui vous permet vraiment, en travaillant sur un noyau central, d'avoir une déclinaison pays par pays. Et c'est ce qui fait que du coup, on arrive à proposer un service au plus proche des habitudes des consommateurs locaux. Est-ce que tu encourages, toi, tous les e-commerçants à s'internationaliser? Ah mais bien sûr. Bien sûr. Combien de pays vous couvrez aujourd'hui sur la boutique officielle du Petit Prince? Alors, j'ai fait le point. En 2017, on a livré des colis dans un peu plus de 90 pays, ce qui est plutôt pas mal, sachant que... Après, il y a toujours une notion entre pays et langue. Dans la mesure, en fait, où majoritairement, sur l'international, c'est la langue anglaise qui prime, surtout les petits marchés. Donc là, le fait de traduire son pays dans une langue majeure, qui est par exemple l'anglais, ou l'espagnol si on veut attaquer l'Amérique du Sud, c'est des points assez cruciaux. Donc avec, on va dire, 3-4 langues principales, vous arriverez à couvrir une très bonne partie de la planète. Ce qui inclut, par contre, l'effet inverse, c'est que vous allez commencer à avoir des demandes de vos clients dans ces langues-là. Alors se posent les questions. Comment est-ce que je dimensionne mon service client? Ben oui, vous avez un client qui vous appelle en anglais, en allemand, en espagnol, en français, en tchèque ou peu importe. Comment est-ce que vous adaptez du coup votre service client à ça? C'est simple, hein. Donc nous en interne, on a pris le parti d'avoir des talents multilingues. Donc c'est des gens qui savent répondre dans un certain nombre de langues déjà. Oui, ça influe sur le recrutement. Ouais. C'est clair, dès que tu as un peu de volume sur l'international, tu te dimensionnes tes équipes, tu vas prendre quelqu'un qui est bilingue. Il y en a des trilingues, mais c'est... comme tu dis, et puis il ne faut pas arriver à être conquérant sur un autre pays. Comme tu dis, on a des fois quelques e-commerçants qui disent tiens, je convertis très mal. Parce que quand tu dis pourquoi on va mettre le bon moyen de paiement, voilà, ce n'est pas arriver en étant conquérant, c'est de s'adapter aux usages locaux et de proposer ce qu'utilisent les Allemands en Allemagne, les Espagnols en Espagne, et pour mieux convertir. Donc il y a un vrai enjeu business derrière, c'est important. Et cette politique de recrutement, en fait, elle est venue... naturellement, fruit du hasard, ou c'était vraiment volontaire en fait, de se dire bon, de toute façon on a besoin de quelqu'un qui soit bilingue anglais pour pouvoir répondre à toutes ces demandes? En fait, j'entendais tout à l'heure dans la conférence juste avant nous, il disait un des conseils c'est de démarrer doucement dans les pays. Mais en fait, nous, c'est un peu ce qu'on a fait. On a démarré par manière opportuniste. Je me souviens quand on a lancé le site, la toute première commande qu'on a eue, donc celle qui a l'ID numéro 1 dans votre liste de commandes, elle part en Suède. Putain, on l'avait pas prévu ça. Hein. C'était pas prévu. On avait lancé le site en français, on s'attendait, le Petit Prince en plus, personnage emblématique de la littérature française. Première commande, elle part en Suède. Il a fallu apprendre assez rapidement à envoyer des colis en Suède. En fait, c'est venu de manière totalement empirique, tout ça. Hein. Ça a vraiment commencé avec le temps. On a fait de plus en plus de commandes sur l'international et aujourd'hui, c'est 60% de nos ventes qui sont faites hors France, en fait. Hein. D'accord. Alors, on est aussi un petit peu là pour donner des conseils. Arnaud, tu es plutôt bien placé pour donner des conseils en général. C'est un peu ton métier. Et du coup, alors, aujourd'hui, tu vas nous donner 2 types de conseils. Tu vas déjà nous dire, effectivement, comment on se lance à l'international, qu'est-ce qu'il faut préparer d'abord. Et ensuite, tu vas nous dire surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire. Je pense que Manuel a donné quelques clés. Là, l'intérêt, c'est de voir une expérience, un retour de terrain. Donc, dès qu'on a du volume, c'est de dimensionner aussi les équipes internes, donc de comprendre les usages locaux. Pour rester, si on veut, être concurrentiel dans d'autres pays, un des points clés, c'est vraiment la logistique. C'est-à-dire qu'au départ, quand on est en mode test, on va avoir des dépôts dans des pays externes, mais dès qu'on franchit, là on franchit plus de 50% du CA est à l'export. Si on continue d'envoyer de France, on sait que c'est un des freins à l'achat majeurs, ce seront les frais de port pour nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va être plus cher que les concurrents, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on reste dans la même logique qu'on a
dont on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je pars dans un nouveau pays, il faut que je m'adapte carrément au pays, que je prenne des prestataires locaux pour pouvoir... Après, rien ne se fait en appuyant sur un bouton. C'est vrai qu'il faut bosser. Et un e-commerçant, les journées sont longues, on le sait. Ça suppose également, on a éludé, mais toute la partie traduction de son contenu. Et il vaut peut-être éviter du Google Trad, parce que si on veut être pertinent, si on veut être... Il y a des chances. Il faut qu'il y ait un petit peu de rigueur, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que toutes vos campagnes, il va falloir les adapter, que ce soit l'animation commerciale, que ce soit vos bannières, que ce soit vos emailing. Après, tout ce qui est campagne, search sur AdWords, tout ce qui est campagne AdWords, et évidemment, alors si on passe par une agence, il faut que, par exemple, elle ait un chargé de compte AdWords. C'est bête, mais c'est du concret. Toutes n'ont peut-être pas un chargé de compte capable de mener des campagnes en hollandais ou en portugais. Alors, je vais te donner la plupart font en français et en anglais, mais je crois savoir où tu veux en venir. Donc effectivement, dans le cadre du programme Google Partners, Google met à disposition justement pour les plus gros marchands, et pas forcément les plus gros, les plus petits aussi, des chefs de projet natifs qui nous permettent justement de faire des campagnes à l'international. Sinon, tu n'as aucune agence en France et dans le monde qui pourrait travailler à l'international. C'est impossible, on ne parle pas toutes les langues. Déjà, un Français qui parle l'anglais, il ne le parle pas forcément correctement. Donc, comme tu le dis, tu as tout intérêt à aller chercher des natifs. Et dans tous les cas, il faut des natifs pour la traduction, que ce soit en référencement naturel ou payant, qui sont des domaines que, pour le coup, je connais un peu. Tu as forcément besoin de natifs, donc ça, c'est des choses à voir. Mais quels sont les pièges? Toi, tu as dû en voir des marchands. Les marchands, tu sais que parfois, ils ont la tête dure. Ils te disent, moi, je veux que ça soit comme ça. Et toi, tu sais que c'est pas forcément la meilleure solution, mais bon, tu appliques. Du coup, tu as pu constater certainement des erreurs qui ont été commises. Oui, une des erreurs, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est de se dire, ce qui marche en France, fatalement, je vais le répliquer, ça va marcher ailleurs. Quand je dis qu'il ne faut pas être conquérant, enfin, il faut être conquérant au niveau business, mais il ne faut pas être conquérant, c'est-à-dire imposer ses moyens de paiement, typiquement. Qu'est-ce qu'on va garder comme KPI? Si on veut trop de KPI, tous les KPI, on va rester sur le volume au niveau session, le panier moyen, le taux de conversion et le chiffre d'affaires. Et concrètement, les erreurs à ne pas faire, ce qu'on a pu rencontrer, des taux de conversion très dégradés parce qu'on n'a pas adapté qui les moyens de paiement, qui les bons transporteurs, quand on s'est projeté sur d'autres pays. Voilà, ça se voit encore. Ouais. Alors, justement, sur la conversion, je pense que David, tu vas pouvoir aussi nous éclairer, puisque sur l'avis client, ça sert vraiment à améliorer la conversion. C'est une des fonctionnalités. Ça, c'était une question que je me demandais. Est-ce que tu peux, par exemple, reprendre tes avis en France pour les utiliser sur un autre pays en les traduisant, par exemple? Alors effectivement, donc, quand on collecte les avis, le but c'est de le marketer un petit peu. C'est bien sûr, c'est pour sa propre analyse, mais c'est aussi pour montrer sur son site la qualité de travail de service qu'on a auprès de ses clients. Comment on résout un problème, une réponse à un avis négatif, c'est pas de dire on reviendra vers vous, mais c'est de dire comment j'ai résolu ce problème. Donc, ce que vous allez vous montrer, c'est des avis positifs, négatifs, c'est des réponses et c'est une note. Donc ça va vous servir à deux types d'avantages. Donc la conversion, comme tu dis, donc la conversion sur la home. On parle aussi, quand on parle d'avis, il y a les avis expérience d'achat. Donc j'ai acheté, est-ce que je suis satisfait du service client, de la livraison, etc. Mais on parle aussi des avis sur les produits. Donc on est capable de faire remonter sur vos fiches produits des avis. Donc ça, vous allez mesurer des KPI de type mise au panier, conversion sur les fiches produits, et puis bien sûr, vous allez regarder l'évolution du panier moyen. Alors ça, c'est vrai de manière générique. Est-ce que ça peut se transcrire ça sur des sites que je lance à l'international? Et je dirais que c'est un peu difficile et c'est quelque chose qu'on recommande pas forcément. De même qu'on a dit précédemment, je lance un site, la base, c'est de localiser, faire des traductions, adapter tout ce qui est CGV, mention légale, droit de rétractation, etc. Pour les avis, c'est à peu près la même chose. Nous, on ne recommande pas forcément de montrer des avis français quand je veux aller vendre en Allemagne. Il faut vraiment aller capter la culture locale parce que les problèmes que vous aurez ou les avantages ou les points forts que vous aurez dans un pays ne seront pas forcément les mêmes que dans d'autres pays parce que les attentes sont différentes, la qualité de service est différente, vous n'aurez peut-être pas forcément les bonnes ressources immédiatement en Allemagne, en Espagne, etc. Donc il faut communiquer dans la langue du consommateur. Alors il y a
peut-être des exceptions. Hein. Par exemple, voilà, utiliser un site en anglais pour les pays nordiques ou pour les Pays-Bas, bah, pour démarrer, pour optimiser des coûts, c'est tout à fait quelque chose qui peut se faire. Hein. Ou alors, si je suis une marque effectivement internationale comme le Petit Prince, bah, c'est quelque chose sur lequel effectivement on peut capitaliser. Mais de manière générale, je dirais pas forcément faire de croisement. Par contre, excuse-moi juste de te couper, ce qui est intéressant en fait dans la fonctionnalité de Trusted Shop, nous on a réussi à construire une réputation assez rapidement sur certains marchés parce que on peut ressolliciter en fait les clients qui ont déjà passé commande chez nous. Donc nous en fait quand on a cherché à se renforcer en Allemagne, on a récupéré tous les clients allemands qui avaient déjà passé commande chez nous et on allait les ressolliciter pour qu'ils donnent un avis sur leur expérience d'achat. Donc assez rapidement en fait on a construit une base d'avis authentiques sur le marché en question. Donc effectivement, on n'a pas importé des avis externes, mais on a réussi à construire du coup assez rapidement. Vous avez 30, 40, 50 avis qui rentrent, et ce qui vous permet d'avoir déjà un minimum de base de crédibilité du coup sur le marché, quoi, et à afficher du moins rapidement, quoi. Ouais, ça, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu es inconnu, il y a peut-être des acteurs déjà posés, il y a des concurrents, il faut aller se battre. C'est une des bonnes manières. On dit, c'était Cocteau qui disait il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et finalement, là, on va parler de preuves sociales. C'est l'intérêt de solutions de type Trusted Shop, c'est que finalement, le discours marketing descendant, je suis numéro 1, je suis le meilleur, un petit peu vécu. Et là, on aura plus facilement tendance à croire des gens, donc déjà commencer par les avis globaux sur le site, et d'activer ensuite peut-être les avis produits. Il y a plusieurs bénéfices. Voilà. C'est que, je vais peut-être plutôt tendance à croire mon entourage, ma famille, mes amis. Il y a des gens qui ont, acheté le produit, qui l'ont testé. Donc, et après, il y a d'autres bénéfices. Enfin, tu pourras peut-être de développer, mais il y a des bénéfices, que ça soit... on parle du UGC, enfin de génération de contenu utilisateur, c'est-à-dire que... de Quick Start qui permet d'aller commander, on va dire, sur des clients. Et puis après, une fois que j'ai un volume suffisant, le but, c'est d'aller diffuser ça effectivement aussi sur les réseaux sociaux, sur Google, quoi, tout à fait. Et tout à l'heure, tu évoquais effectivement, est-ce qu'on lance tout de suite, est-ce qu'on affiche tout de suite sur le front office de son site les avis? Et c'est une question. Ouais. Alors justement, donc ça, je dirais que l'aspect de transparence vis-à-vis des expériences d'achat peut avoir effectivement un aspect plus positif à l'international, parce qu'en fait, par exemple, sur le marché domestique, vous avez construit une marque. Donc, si vous voulez, c'est votre marque qui va jouer, on va dire, avec la marque Trusted Shops, la note que vous avez. Mais si vous avez une marque forte sur votre marché d'origine, ça va jouer aussi un rôle énorme en termes de réassurance. Sur le nouveau marché que vous allez devoir ou vouloir développer, effectivement, pouvoir vous appuyer le plus rapidement possible sur des avis, sur un tiers de confiance, ça effectivement aura des impacts importants sur la conversion. Et on le voit, les clients qui font des tests AB, on va dire peut-être la première année, les 2 premières années, l'augmentation de taux de conversion, elle est plutôt à 2 chiffres. Alors après, ça se tasse et après on rejoint plutôt des taux de conversion plus classiques. Mais effectivement, au démarrage, le fait de travailler avec un tiers de confiance, on a investi aussi beaucoup sur la notoriété de notre marque. On n'est pas juste une plateforme technique, mais on investit sur la notoriété de notre marque. Ça vous permet effectivement d'accélérer finalement la visibilité sur les moteurs de recherche comme Google, mais aussi la conversion sur le site. Alors, le marketing, c'est le dernier sujet qu'on va aborder et c'est effectivement quelque chose... Et il n'y a plus de son. Du coup, prends l'autre. Je pense que j'ai retrouvé la voix, voilà. Donc le marketing, c'est le dernier sujet qu'on va aborder et c'est peut-être un petit peu celui qui est le plus intéressant. Parce que comme on l'a vu, c'est un petit peu frustrant par contre de ne pas pouvoir capitaliser sur ce qu'on a en France, en tout cas pas à 100%. Parce que quand on a bien développé un marché et quand on l'a bien bossé, ça serait quand même bien de pouvoir en bénéficier un petit peu. Alors Manuel, comment est-ce que tu as pu construire ta notoriété? Alors toi c'est un petit peu biaisé dans le sens où la notoriété elle était déjà présente. Mais tu as quand même dû construire une boutique et pour que ça tourne, il faut à un moment donné faire quand même venir les gens sur ta boutique. C'est pas parce qu'on connaît le Petit Prince qu'on consomme le Petit Prince. Donc, quelles étaient tes clés du succès en fait pour construire ta notoriété à l'étranger? Ça sent que ça sent la fin de journée là. Les micros ils veulent plus. Alors il y a effectivement que comme tu l'évoques bien, nous on se basait sur une marque déjà connue et qui est ancrée dans l'inconscient de tout le monde. Tout le monde connaît le Petit Prince et même au Brésil par exemple, le Petit Prince est vendu chez Ikea pour vous dire à quel point le produit ils se le sont approprié au Brésil.
Moi, tout le challenge là-dessus était double. C'était d'une part, j'étais le petit site web français qui allait exporter ses produits à travers le monde. Et en plus, je m'adresse majoritairement à une clientèle âgée. Donc j'avais un double challenge en fait en termes de clientèle. J'avais d'une part rassuré sur le fait que le produit arrivera bien à destination, que la promesse de vente sera bien remplie et que, en gros, c'est pas juste un site d'arnaque. Voilà, ça c'était la première des choses. On a beau s'appeler le Petit Prince, il y a quand même cette assurance à avoir pour les clients et les futurs clients. Et la deuxième chose, on s'adresse à une population, comme je l'ai dit, un petit peu plus âgée. C'est souvent des grands-parents qui achètent des cadeaux pour leurs petits-enfants. Et donc là, c'est le double challenge en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont peut-être un peu moins rompus avec le process web et ainsi de suite, le process d'achat. Donc il faut vraiment qu'on les prenne par la main et leur dire « T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est pas une arnaque, ton produit tu l'auras en temps et en heure et ton petit-fils sera content. » Voilà, donc ça c'était tout le challenge en fait de notre histoire. Après, par contre, ça se matérialise différemment d'un pays à un autre. Tout à fait. Il y a des pays qui sont prêts à attendre les livraisons. Il y a des pays qui ont pour habitude d'être livrés le lendemain. Il y a d'autres pays, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, qui n'aiment pas trop payer avant de recevoir le produit. Il y a des pays où vous avez des taux de retour de l'ordre de 20%. Enfin bon, voilà. Après tout ça s'adapte, ça se décline pays par pays. Mais comme dit, ça se construit de manière empirique en fait. Dès qu'on sent une petite brèche quelque part dans un pays, faut vraiment y aller, quoi. C'est-à-dire faut creuser, faut regarder, essayer de comprendre pourquoi. Si on a l'occasion de discuter avec des gens originaires du pays, c'est toujours enrichissant parce qu'ils vous donnent les petits conseils, les petits tips en disant ouais, mais nous au Portugal on a l'habitude de faire ceci. Et donc c'est toujours bien d'être à l'écoute de ses clients. Et vous pouvez être à l'écoute à travers bien sûr votre support client, les gens qui répondent au téléphone, à travers les avis et ce genre de choses. Donc il faut vraiment être à l'écoute parce que chaque reproche qu'on vous fera sur l'autre site, c'est une chose que vous n'aurez pas vue d'origine. Et c'est votre client qui vous apporte cette connaissance alors. Je pense qu'un des secrets, c'est ça, c'est vraiment d'être à l'écoute de son client. Si on vous dit « Ah, je trouve que c'est un peu trop compliqué de commander ou de simuler mes frais de port sur le site », c'est pas une critique personnelle, c'est que c'est un ressenti de votre client. Donc il faut vraiment prendre toutes ces remarques au pied de la lettre et creuser. Et là, il faut vraiment chercher chaque détail parce que la problématique de l'international, c'est qu'il y a autant de cas de figure que de pays quasiment, quoi. Et c'est là tout le challenge en fait. J'aime bien ton image. Tu dis e-commerçant, c'est prendre les gens par la main. C'est un peu ça notre métier, quoi. Les agences prennent les e-commerçants par la main, qui eux-mêmes prennent leurs clients par la main. Alors voilà, le marketing, c'est quelque chose que tu as facilement dupliqué à l'international, où tu as rencontré des barrières particulières en fait. On va pas se mentir, sur certains pays, il y a des barrières de coût. Si vous voulez diffuser massivement aux États-Unis, vous allez devoir acheter de l'AdWords, hein, et ça fait tout de suite des gros budgets. Hein. Ça, on ne va pas se le cacher. Sur certains marchés, il y a des vrais problèmes de coût. Sur certains marchés, aujourd'hui encore, on a des problématiques logistiques. On décide encore sur certains marchés où on n'a pas assez de volume d'expédier depuis la France. Parce que économiquement, c'est pas viable d'avoir un entrepôt plus proche. Donc, on accepte à nos clients de faire payer plus cher des frais de port. On a la chance d'être sur un produit peut-être un peu plus exclusif, donc on peut se permettre d'un peu jouer sur les frais de port. Mais si vous êtes sur un produit ultra concurrentiel, ne serait-ce qu'attaquer le marché allemand, le coût moyen d'un colis de 2 kg sur le marché allemand, c'est 4,10 €. Donc si vous bossez aujourd'hui avec qui vous voulez, UPS, Colissimo ou quoi que ce soit, qui font du bon job, hein, ils livrent en temps et en heure, mais ils sont à 10 €. Donc déjà, vous prenez un retard, vous avez 5 € de retard en fait, sur vos coûts logistiques. Et il faut les rattraper sur vos produits. Donc c'est ça, en fait, il y a quand même des coûts liés à attaquer certains marchés. Alors les marchés vraiment transfrontaliers sont peut-être plus faciles à aborder parce que vous trouverez plus facilement un opérateur logistique à la frontière allemande, à la frontière belge, à la frontière italienne ou espagnole. Ça se passera bien parce qu'il va vous faire de l'injection directe. Mais quand vous êtes sur des marchés plus loin, faut vraiment se poser la question. Nous, on s'est longtemps posé la question sur l'Amérique centrale, d'ouvrir un entrepôt au Mexique notamment, pour diffuser toute la partie américaine, mexicaine et brésilienne, qui sont des marchés forts chez nous. Aujourd'hui, on n'a pas encore franchi le cap, parce que c'est d'énormes investissements, c'est des problématiques d'envoyer des conteneurs par la mer pendant 3 mois, il faut assurer tout ça. On n'a pas encore osé franchir le cap. Donc, on a plutôt travaillé sur des volumes avec nos partenaires transport, mais il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même des coûts, et ce que je voulais dire, c'est les coûts transport, on absorbe, nous, une partie sur notre marge.
Donc pour pénétrer aux États-Unis, il y a toute une partie du transporteur qu'on absorbe sur nos propres marges pour pouvoir s'implanter sur le pays. Donc il y a quand même des coûts liés, hein. Ça, faut pas se cacher, c'est pas un pays de bisounours non plus. Pénétrer un marché, ça coûte un peu d'argent. Ne serait-ce que la traduction, on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, mais je sais pas, moi j'ai 700 fiches produits actives sur le site. Traduire 700 fiches produits, c'est du boulot. Même si vous avez des agences derrière, ainsi de suite, qui vous font la traduction, de l'ordre de quelques centimes le mot, fois des millions de mots, ça fait vite des gros budgets en traduction. Pareil, donc, vous voyez, donc il y a un des gros freins quand même, ça peut être l'investissement à mettre dedans. Mais si c'est bien fait, si on commence petit pour faire l'expérience, après, plus facilement on saute le pas. Donc vraiment, il y a un des conseils que moi je pourrais donner, c'est faites-le de manière empirique. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi, entre guillemets. Vous n'allez pas révolutionner votre manière de faire du business sur un nouveau marché, mais osez y aller. Parce que c'est de la croissance additionnelle, c'est du chiffre d'affaires additionnel et des challenges surtout additionnels qui sont intéressants à relever. Je pense que c'est ce qu'on aime aussi en tant qu'entrepreneur, c'est cette complexité du business, quoi. C'est aller se frotter aux nouvelles complexités, chercher des nouveaux marchés. Et je crois que c'est ce qui fait tout l'intérêt aussi de pourquoi on a décidé d'être e-commerçant, quoi. C'est intéressant qu'on cherche des relais de croissance. Je ne dis pas qu'on a saturé son marché en France, mais comment on fait quand on est e-commerçant pour continuer à grossir? On le fait tous. Le premier réflexe, ça va être peut-être d'élargir ses gammes, de se diversifier. Et c'est plutôt une bonne pratique. Mais ce que dit Manuel, évidemment, le réflexe numéro 2, on le voit avec nos e-commerçants. C'est en premier, souvent on va attaquer la Belgique. Et puis après, s'il y a un marché, ça va dépendre. C'est intéressant ce que tu disais, les coûts de campagne qui peuvent être, selon la pression concurrentielle par pays, plus ou moins forte, avec des coûts d'acquisition qui peuvent être très variables. Ça, c'est une piste intéressante, peut-être d'étudier avant d'attaquer un marché. Tiens, il n'y a pas trop de concurrence. Je ne vais pas vous l'apprendre, mais tout ce qui est enchères au mot-clé AdWords, on fait des enchères par mot-clé. Et plus il y a de gens en face, plus c'est cher, quoi. Donc ça, c'est une piste intéressante pour jauger en termes aussi de volume de requêtes. Maintenant, on a plein d'outils à disposition au niveau SEO par rapport à son marché, à votre thématique. Vous pouvez tester. On a des outils, on peut essayer sur google.de, google.es, etc. pour un peu voir, tiens, est-ce que ça répond, est-ce que ça intéresse les gens, ce que je vais proposer comme gamme. Mais donc, c'est vrai que les deux gros relais de croissance, on va, élargir ses gammes, et deux, on va vite attaquer l'international. Puis c'est peut-être aussi une question de survie, finalement. Parce que si on ne le fait pas, peut-être d'autres vont le faire, étant dans d'autres pays. Donc ça, il faut regarder la concurrence quand on veut aller dans un autre pays. Mais peut-être indépendamment de ça, regarder la concurrence qui pourrait venir, effectivement, en France, quoi. Alors, j'aurais une question pour vous trois, en fait. On a beaucoup parlé, en fait, justement, de la scalabilité des outils. On a beaucoup parlé de l'unicité de chaque pays par rapport à ses propres habitudes de consommation. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait un e-commerce en France comme on le fait partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des codes universels du e-commerce, ou est-ce que les codes, par exemple, que tu as utilisés quand toi, tu as traduit ton site en 3 langues, mais effectivement, est-ce que les codes du e-commerce au Japon, aux États-Unis, sont les mêmes que ceux qu'on retrouve en France ? Je vais laisser Emmanuel répondre. Profiter d'avoir un e-commerçant. Si je pense qu'il est universel, c'est ce qu'il faut avoir toujours en tête, c'est l'amour. C'est l'amour de nos clients. Et derrière l'amour, c'est la reconnaissance. Et c'est les écouter. Et en les écoutant, ça peut être par des avis clients. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses. Ça va être regarder aussi quand vos utilisateurs tapent dans votre moteur de recherche des choses. Vous allez apprendre des choses. Tiens, on recherche beaucoup ça. C'est un produit que j'ai pas. Ça peut donner des idées. Donc, derrière l'amour, c'est la reconnaissance, c'est du respect. Et ça, vos clients vont le sentir. Ça, c'est universel, à mon avis. Ouais, tout à fait. Je partage totalement cet avis-là. Ce qui fera que votre client sera satisfait, c'est qu'il aura son produit ou son service en temps et en heure selon la promesse que vous lui avez faite sur votre site. Ça, je pense que c'est universel. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, on parle de la marge. Adapter un moyen de paiement, c'est une solution technique. Entre guillemets, ça ne va pas changer votre manière de faire, quoi. Si vous voulez, ça marche aussi bien aux États-Unis qu'en France. Le tunnel d'achat est sensiblement le même. Ça va se jouer sur des petits morceaux de wording à gauche à droite, une information à rajouter, par exemple la TVA qui doit figurer sur la page finale du tunnel de paiement en Allemagne. Voilà, c'est ce genre de petits détails, mais on est à la marge. Sur le process global, je ne sais pas, vous me contredirez ou pas, on est sensiblement sur les mêmes comportements d'achat en tout cas. Oui, je vais schématiser, mais le quotidien d'un e-commerçant, c'est avant tout d'envoyer des colis, et ça, quel que soit le pays, quoi.
Oui, effectivement, donc pour confirmer ce que tu viens de dire, Manuel, effectivement, nous, donc parmi les termes qu'on adresse, ce qui sont la réassurance, la confiance, bah, ça finalement, c'est vraiment indépendant du pays. Hein, donc ça c'est clair. Écouter le client, la voix du client, bah, c'est des thèmes qui sont universels. Bon, après, moi, le Japon, je ne peux pas trop en parler parce que nous, on est vraiment focalisé européen. Hein, donc, on accompagne nos clients en Europe, donc avec des plateformes techniques type avis client, mais aussi d'un point de vue juridique. On a une équipe de juristes qui aide justement, au-delà des avis clients, à mettre les marchands en conformité avec des CGV, les protections des données, etc. Donc, pour nous, finalement, ce qu'on dit quand on décrit notre plateforme, c'est pas de faire une stratégie spécifique à une plateforme d'outils. Elle est universelle, hein, elle a un mode d'utilisation et c'est ce que vous voulez. Vous voulez pas passer trop de temps à déployer ce type d'outils de manière localisée. Le but, c'est d'être scalable, justement, c'est ce qu'on disait. Après, dans l'utilisation et dans l'exécution, bah, oui, il y aura peut-être des finesses, justement. Je vais regarder peut-être des paramètres un petit peu différents en fonction de ce que je voudrais optimiser dans un pays ou dans un autre. Est-ce que je veux travailler plutôt sur le trafic? Est-ce que je veux travailler plutôt sur la conversion? Est-ce que j'ai une équipe en place dans mes bureaux pour aller traiter les avis ou non? Est-ce que c'est quelque chose que je dois outsourcer dans un premier temps? Donc je dirais dans le détail, effectivement, il y a des spécificités locales, mais sinon, pour nous, vis-à-vis de nos outils, c'est plutôt avoir effectivement une approche globale et donc européenne pour notre cas, quoi. Donc la scalabilité avant tout. Je vous remercie, messieurs. On va donc maintenant passer à une séance de questions, questions-réponses. Ou alors, vous me donnez un pays et on essaye de voir si Manuel connaît le nom du Petit Prince dans ce pays. Donc c'est l'un ou l'autre. Alors je vous écoute pour les questions. Levez la main, je vous apporte le micro. Alors moi j'avais une question pour le Petit Prince, la boutique du Petit Prince, concernant les aspects de protection de propriété intellectuelle. Je voulais savoir si la question s'est posée en fait dans votre développement à l'international et si oui, à quel moment et comment vous l'avez géré. Alors, effectivement, la question s'est posée dès le début, mais elle a vite été soldée également. En fait, moi, la marque que j'exploite, le Petit Prince, je l'exploite sous forme de licence auprès des héritiers de Saint-Exupéry. Moi, j'ai acheté une licence globale mondiale en fait, d'utilisation du nom de marque. Donc, par rapport au produit, donc, en gros, moi, sur l'exploitation boutique officielle du Petit Prince, je suis le seul qui ait le droit à cette appellation. Voilà, et ça, je paye un droit de licence pour ça. Et si on va spécifiquement sur la fabrication de produits, les produits sont également régis en fait par du copyright en fait, hein, du droit de marque classique. Et là, c'est chaque fabricant en fait qui a sur son contrat de licence un périmètre de commercialisation et un périmètre assez fini de produits qu'il a le droit de produire. Donc sur la partie purement juridique, il y a uniquement l'œuvre littéraire en fait, qui est dans le droit public, sauf sur la France et aux États-Unis. Et je crois qu'il y a un troisième pays encore, sur le reste de la planète, l'œuvre littéraire est dans le droit public. Mais par contre, les objets dérivés font l'objet en fait, d'une licence vraiment particulière. Et comme c'est une réactualisation permanente du dessin et de l'exploitation des citations, ben, les produits restent protégés en fait, sur du copyright, quoi. C'est pas on pourrait pas produire, vous ne pourrez pas demain produire un produit à l'image du Petit Prince sans payer en fait, des royalties aux héritiers de Saint-Exupéry. Est-ce que ça répond à votre question? Tout à fait. Ah mais il y a des copies. Hein. J'avais fait par le passé, j'avais fait fabriquer des figurines, j'avais refait faire un art toy aux couleurs du Petit Prince en Asie. Bizarrement, le fabricant a perdu les moules et depuis, je vois des copies fleurir sur Amazon à 4 fois moins cher que ce que je les produisais, quoi, au coût de production. Donc oui, non, mais effectivement, ça arrive. Hein. Mais là, moi, j'ai aucun moyen d'action. Il y a les juristes des héritiers, enfin de la Fondation Saint-Exupéry qui sont dessus. Mais ils savent pas qui c'est. Il y a quasiment aucun moyen d'action. Il y a de la contrefaçon, et même dans le Petit Prince. Ouais. Après ce que vous dites, finalement, on ne peut pas l'éviter, c'est quelque part inévitable en fait. Ouais, malheureusement, c'est inévitable. Ok, ouais. merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, monsieur? Merci. J'ai une petite question aussi pour le Petit Prince. Et c'est, tout à l'heure, vous avez parlé en Allemagne, le marché allemand, il y a 80% qui travaillent sur des paiements sur facture, donc qu'on reçoit après coup les virements. Nous aussi, on s'est posé cette question, mais en fait, on a un peu peur qu'il faut courir après les clients. Et surtout quand on n'est pas trop grande comme société, on n'a pas les services juridiques. Alors peut-être il a des solutions pour ça.
il existe des solutions à outsourcer. En fait, c'est des sociétés d'affacturage spécialisées dans le B2C. En fait, parce que le paiement sur facture est tellement développé en Allemagne, il y a des services adaptés pour, en fait. Donc, ce que vous faites, c'est une société d'affacturage qui rachète votre créance et qui se rémunère en fait sur un pourcentage qu'ils prennent sur la transaction, quoi. Pour un titre d'exemple, vous avez facturé 100 €, votre client ne vous paye pas, vous revendez votre créance 80 et la société d'affacturage va faire en sorte de récupérer ces 100 €. Donc en gros, vous aurez perdu 20% dans la transaction, mais en tout cas, vous récupérez quand même au moins vous couvrez au moins votre matériel, vos frais logistiques. Ce sera peut-être une transaction sans marge, mais ce ne sera pas une transaction à perte. Ouais, donc c'était une décision qui a été très vite prise pour vous. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est des solutions qui sont assez faciles. Et il y a même un organisme qui peut vous accompagner là-dedans. Il y a un organisme qui s'appelle la Chambre de commerce franco-allemande qui pourra bien vous orienter aussi là-dessus. Ils connaissent différents prestataires et ils cautionnent notamment un prestataire qui est spécialisé dans le recouvrement de créances en fait. Ok, merci. C'est une question intéressante, on nous l'a posée ce matin. C'est tout de suite évidemment la crainte d'avoir zéro. Donc, c'est intéressant ta réponse, c'est que s'il y a un risque, on récupère quand même une bonne partie. Non, tout à fait. Après, vous pouvez toujours voir, et vous pouvez faire le test aussi. Nous, on a commencé comme ça, sans aucune structure en tant que telle, quoi. Mais c'est vrai que pour un Français, franchir le cap de j'envoie un colis sans avoir d'argent en retour, idéologiquement, ça grince un peu pique. quand même. Franchir le pas, c'est quelque chose. Mais si vous le faites, vous allez voir vos ventes se démultiplier en Allemagne, vraiment, quoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur. Bonjour, monsieur. Donc, je suis jeune dans l'e-commerce. Oui. Et donc, c'est très intéressant pour moi le thème de cette conférence. Et j'ai deux questions. Je voudrais avoir des conseils. Quand on devrait préparer pour notre boutique à l'international et quand à partir de quand, par exemple, quelle taille, quel volume de vente ou on doit avoir telle ou telle structure avant d'aller à l'international. En fait, moi, je vais vous faire un peu une réponse de Normand, bien que je sois alsacien. Tout dépendra de la marge sur votre produit. Si vous vendez un produit dans le mois, mais que vous faites 10 000 € de marge dessus, j'aurais tendance à dire allez-y. C'est toujours ça, c'est une réponse difficile que vous me demandez là. Tout dépendra du potentiel de votre marché, tout dépendra de la pression concurrentielle sur le marché. Si vous êtes le seul acteur à proposer ce pays-là, moi j'aurais tendance à dire essayez le plus vite possible de foncer à l'international pour asseoir des positions dominantes le plus vite possible, parce que si ça marche fort en France, il y a forcément quelqu'un qui va le voir assez vite à l'étranger, qui va reproduire votre modèle à l'étranger. Donc l'idée, c'est si votre produit est unique, allez-y le plus rapidement possible. Si par contre, si vous êtes sur un produit de grande consommation avec beaucoup de concurrence, là j'aurais tendance à dire, là ça va demander un budget conséquent. Parce que vous allez vous frotter à des gens qui sont déjà relativement établis, il va falloir les détrôner. Et pour les détrôner, il n'y a pas 15 000 solutions. Il faut être en première position sur les moteurs de recherche, il faut que votre site sorte le premier sur tous les réseaux sociaux, il faut que vous soyez vraiment présent partout. Et auquel cas, ça c'est du budget. Je veux dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs. Oui, ce sera toujours du budget, mais... On vend un produit de la mode pour femmes. D'accord, mais après, je pense que tous, il faut être modeste et il ne faut pas avoir de certitude et il faut être dans une démarche, test and learn, c'est apprends en faisant. Okay. Voilà. Après, si ça fait partie de ta stratégie, go, quoi. Non, après, il existe des solutions aussi. Il y a notamment La Poste, pour ne pas la citer, qui a une solution qui s'appelle la Boutique France. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une solution dédiée pour les marchés asiatiques, principalement la Chine, où ils vous prennent par la main, ils vous mettent à disposition des équipes de traducteurs qui traduisent tout votre site, tout votre fiche produit, qui vous accompagnent avec des solutions de transport spécifiques dédiées à la Chine. Par contre, il y a un ticket d'entrée qui est assez conséquent. C'est 75 000 € de ticket d'entrée, quoi. Donc, mais il existe des solutions comme ça. Si vous avez un produit à fort potentiel sur la Chine, par exemple, il existe de plus en plus de solutions où on vous prend vraiment par la main pour vous accompagner sur ces marchés à très fort potentiel. Moi, sur Le Petit Prince, ma première vente en Chine, je l'ai faite l'an dernier seulement, quoi.
pendant des années, marché totalement fermé, j'arrivais pas à le pénétrer, quoi. Et là, j'ai fait enfin la première vente l'an dernier. Et après, j'ai réussi à avoir des influenceurs un peu sur place. En fait, c'est des blogueuses qui m'ont beaucoup aidé sur le marché chinois, qui achetaient des produits, où je leur envoyais des produits, elles les diffusaient localement. Et c'est comme ça que les ventes ont démarré. Mais pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas une seule vente. Bon, il y a des raisons structurelles aussi, en termes de frais de port, de moyens de paiement, de monnaie proposée sur le site, ainsi de suite. Mais progressivement, on a réussi à harponner des influenceuses. Et les ventes commencent à démarrer sur la Chine, même si ça reste un tout petit marché encore. Mais voilà, il n'y a pas de vraies règles en fait. Hein. On est vraiment sur le test and learn en fait. On essaye, et s'il y a une brèche, on s'y engouffre, hein, tout simplement. Quoi. Tu as peut-être la barrière de la langue aussi en Chine, qui est assez importante. Un petit peu. D'ailleurs, comment on fait chez Axome quand on arrive pour faire un site en chinois, en japonais La question, on fait. Bonjour, j'aurais voulu savoir comment vous faites pour gérer, on parlait justement de SEO tout à l'heure, comment vous faites pour gérer sur la Search Console un site multilingue à l'international? Est-ce que vous avez plusieurs URL, est-ce que vous avez une interface qui gère en final les remontées des mots-clés dans les différentes langues? Ou est-ce que vous séparez à chaque site en fait, ou je ne sais pas comment vous faites en fait. Est-ce que vous avez chaque domaine en fait? Là, on est dans le cas effectivement de multi-domaines. Donc, pour répondre concrètement à ta question, finalement, on a un compte Search Console par nom de domaine. Par nom de domaine. Voilà, donc, par rapport au Petit Prince, vous utilisez un multi-boutique PrestaShop par exemple? Si vous êtes sur PrestaShop, bien sûr. Ouais, je suis bien sûr PrestaShop. Par contre, c'est pas du multi-boutique. Hein. Non, je suis pas sur du multi-boutique. C'est juste une variable de langue en fait qui passe dans l'URL. Ok, donc le nom de domaine reste le même. Et le nom de domaine pour l'instant. Et par contre, j'achète du coup sur la Search Console, vous faites comment? C'est ça en fait la question. Alors ça, c'est une bonne question. Va falloir demander à mon agence et peut-être tu pourras m'aider. Alors, quand tu veux référencer en fait tes langues, ce qu'il faut, c'est mettre les balises de langue href sur chaque type de page. Après, alors. Je dis pas ça contre PrestaShop, mais je suis pas fan moi de la segmentation des langues faite par PrestaShop par défaut, parce que ça crée des sous-répertoires FR, EN, voilà, qui sont pas nécessaires en fait à partir du moment où on a bien rempli les balises. Par contre, ça arrive très fréquemment que des e-commerçants viennent nous voir et qu'ils aient par exemple la version anglaise indexée sur la France, et ils nous disent nous à l'international on fait 0. Bah oui, parce que de toute façon votre version anglaise elle est indexée sur Google France, donc non seulement vous venez pénaliser la France, mais en plus de ça vous êtes sûrement pas bon à l'international parce que vous n'y êtes pas. Alors on n'est pas obligé de faire un multi-boutique en fait, hein. Il suffit juste de définir avec des balises de langue sur chacune des pages qui sont concernées. Voilà, le HF langue. Tu définis en fait les pages que tu souhaites mettre en français, les pages que tu souhaites mettre en anglais, les pages que tu souhaites mettre en allemand, et peu importe, et tu peux couvrir autant de langues que nécessaire. Il est conseillé quand même d'utiliser différentes méthodes. Alors il existe différentes méthodes, ça va être un peu long si on rentre dans le détail, mais je t'invite à venir après sur le stand pour en discuter. Mais il existe différentes méthodes. Nous, on conseille toujours d'en mettre en place une ou deux recommandées par Google, parce que Google, il est un petit peu lent à prendre en charge les modifications et ce type de balises. Donc, pour éviter toute coquille, parce qu'une fois qu'il a indexé un site, il l'a indexé, il est chez lui, donc il est en mémoire. Pour éviter tout ça, en fait, déjà, il faut y aller très prudemment. Il vaut mieux ne rien indexer au départ et indexer progressivement quand on est sûr de son coût. Et ensuite, avancer progressivement en segmentant correctement ses langues. Mais il y a plusieurs façons de faire, puisque PrestaShop propose aussi son propre système pour bien segmenter, qui fonctionne aussi, notamment quand tu as que deux langues, par exemple le français et l'anglais, c'est ce que je recommande, parce que là ça fonctionne parfaitement. Dès que tu commences à multiplier les langues, c'est très compliqué de rajouter des sous-répertoires, puisque de toute façon le sous-répertoire n'est pas forcément mieux vu par Google qu'une catégorie, donc autant faire soit une multiboutique dans ce cas-là, soit autant faire une séparation complète des deux sites. Il n'y a pas d'intérêt... En fait, c'est vraiment au niveau de la question de l'interface Search Console, vu que ça marche par URL. Si on n'a qu'une seule URL et qu'il y a plusieurs langues, donc en fait, toute la remontée des mots-clés vont être tout mélangés sur les 80 langues, par exemple. Alors, la Search Console, c'est une boîte de dialogue que tu vas avoir avec Google. C'est pas non plus la seule manière de communiquer avec lui. C'est intéressant, la Search Console, parce que ça te permet d'avoir quelques options, mais grosso modo, il faut y voir là en fait un entonnoir qui te permet d'atteindre des fonctionnalités que tous les marchands couramment ne connaissent pas forcément, avec une interface simplifiée. Mais pour information, on va dire que la Search Console, par rapport aux réponses que te remonte Google, elle a à peu près 3 mois de décalage. Donc elle est très en retard. Donc c'est pas la meilleure boîte de dialogue que tu peux avoir. Par contre, c'est la seule que tu as. C'est-à-dire que si un jour tu as un problème, voilà, si un jour tu as un problème, il faudra passer par la Search Console.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il ne va plus nous rester beaucoup de temps. Madame. Bonjour, et bonjour à l'Alsacien de la part d'une Alsacienne également. Enchanté. Nous, on se posait la question, on rencontre entre guillemets un petit peu le souci au niveau de l'envoi des colis à l'international. On en a quelques-uns qui ressortent et on aimerait justement développer un peu plus la chose. On remarque que dans certains pays, ils sont très friands de signatures, sans signature, etc. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous? Est-ce que sur tous les pays, vous gardez le même système de livraison et de transporteur, ou est-ce que vous avez des systèmes différents en fonction des pays où ils vont commander? Alors, non, je peux être amené à voir... non, je retourne en arrière, je commence. J'ai un système de base, en fait. J'ai 2 transporteurs transverses qui sont proposés sur tous les pays. C'est Colissimo et UPS. Ça, c'est ordre transverse. Par contre, j'active sur certains marchés des transporteurs spécifiques parce que, d'une part, j'ai un volume suffisant pour faire de l'injection directe, notamment en Allemagne, en fait, où je propose en fait un contrat de la Deutsche Post qui s'appelle DHL Paket. Et donc là, on injecte directement en Allemagne et avec une adresse de retour en Allemagne des colis également. Donc là, on est sur une facturation 100% locale. On a la chance, on a notre entrepôt en fait qui est vraiment à 500 mètres de la frontière avec l'Allemagne. Donc là, on va dire le côté transfrontalier, on le pratique tous les jours. Donc sur l'Allemagne, on a vraiment un produit spécifique. Ouais. Et c'est vrai, du coup, on s'adresse vraiment. Il n'y a pas de reverse entre, par exemple, Colissimo et DHL. On gagne un jour en temps de livraison et on a une meilleure traçabilité des produits quand même. Donc là, pour prendre l'exemple, vu que nous, on est à Strasbourg, vous plus dans le sud, mais nous, Strasbourg, on a Kiel juste à côté, on pourrait très bien s'orienter vers un entrepôt à Kiel et pouvoir, après, nous, juste faire des allers-retours entre les deux. Bon, je vais mettre ma deuxième casquette. En plus d'être e-commerçant, je suis également logisticien. Et j'ai une offre packagée pour l'Allemagne, donc on peut en discuter après si vous voulez. Ok, ça marche. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette conférence. Je vous demanderai de remercier et d'applaudir les participants, s'il vous plaît. Donc Manuel pour la boutique officielle du Petit Prince, Arnaud de l'agence Axome et David pour Trusted Shop. Vous pouvez nous retrouver normalement dans quelques minutes sur le stand de Trusted Shop, qui est juste à la sortie de la salle de conférence. Si vous voulez parler aux participants, je pense qu'ils seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.